Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 2 ans de pandémie, de ces 2 années de confinement, déconfinement, reconfinement, et nous allons surtout tenter de faire le bilan de ce qui s'est passé, parce que le tout, ce n'est pas de traverser des crises, de vivre des choses difficiles, mais c'est surtout d'apprendre et d'en tirer des leçons, apprendre des choses sur nous-mêmes, sur notre société, sur notre civilisation et sur la direction qu'est en train de prendre le monde. Et les humains sont ainsi faits, on apprend toujours dans la difficulté, on apprend toujours par nécessité. Un peu comme pour l'apprentissage des langues d'ailleurs. Vous réalisez que on apprend l'anglais pendant 10 ans, 11 ans au collège, au lycée, et à la sortie, on n'arrive pas à aligner 2 mots. Alors qu'en passant 6 mois dans un pays anglophone, on arrive déjà à se débrouiller, on sait demander son chemin, on sait commander à manger. Et j'ai vécu cette expérience dans une certaine mesure, cette expérience des langues, moi qui ne voulais pas apprendre l'espagnol, parce que même si je savais que c'était une langue très parlée, j'ai toujours considéré que c'était une langue inutile pour moi parce que ce n'était pas une langue de business. Eh bien, lors d'un voyage en Patagonie, j'avais traversé la Patagonie du nord au sud, depuis Puerto Madryn au nord jusqu'à Ushuaia au sud, en passant par El Calafate, j'ai réalisé en fait que mon anglais ne me serait d'aucune utilité parce que j'avais l'habitude partout où j'allais de toujours trouver quelqu'un qui parlait un peu d'anglais ou qui baragouinait un peu, quoi. Mais en Amérique latine, oublie, les gens ne parlent que espagnol ou portugais au Brésil. Et il a fallu que je m'adapte très très vite parce que j'y arrivais pas vraiment à survivre au quotidien. Ça devenait un peu compliqué et surtout en Patagonie. Patagonie, c'est un grand désert, quoi. C'est une grande région très peu peuplée et les autochtones ne parlent pas de langue étrangère à part l'espagnol. Et sans cette nécessité du besoin de communiquer, je n'aurais jamais de ma vie appris l'espagnol. Je ne le parle pas couramment, mais j'ai des bases, j'ai quelques bases pour pouvoir me débrouiller un peu. Et pour poursuivre cette petite parenthèse touristique, parce que je dois vous en parler maintenant que j'ai commencé, si vous avez l'occasion d'aller à Puerto Madryn, allez-y. C'est une région qui est réputée pour l'observation des baleines. C'est la capitale mondiale des baleines. Et l'une des raisons, c'est que à cet endroit, les baleines arrivent très près du récif, parfois même sur les plages. On peut les observer à 5 mètres, 10 mètres de distance. On n'a pas besoin d'aller au large ou de prendre des bateaux pour le faire. Et c'est un spectacle sublime. Et si vous avez l'occasion d'y aller, ce que je vous recommande, c'est de passer au moins une nuit à Península Valdés. C'est une péninsule et une réserve naturelle protégée où il y a un village. C'est le seul d'ailleurs, hein, vous ne pouvez pas le rater. Il n'y a qu'un seul village à Península Valdés où vous pouvez passer la nuit. Et ce village est tellement calme, tellement silencieux le soir quand les touristes sont partis. Très peu de gens dorment sur place en fait. Les touristes viennent pour la journée puis s'en vont. Et le soir, toute la nuit, vous entendez le chant des baleines. C'est la seule chose que vous entendez. C'est vraiment l'un des souvenirs les plus incroyables de ce voyage. Parenthèse touristique fermée. Et pour revenir à notre sujet, l'un des premiers éléments, l'une des premières choses qui m'a marqué pendant cette pandémie, c'est que j'ai réalisé la puissance de l'État, j'ai réalisé la présence de l'État. Vous savez, en Occident, on a un peu oublié l'État, on s'est habitué à vivre plutôt librement. Le seul rapport qu'on avait à l'État, c'était quoi? C'était payer ses impôts, renouveler son passeport ou sa carte d'identité, mais à part ça, on n'avait pas vraiment de connexion à l'État, et l'État n'avait pas d'immersion importante dans notre vie privée. Et pendant cette pandémie, on a vu que l'État était capable de fermer les frontières, de nous obliger à rester à la maison, de contrôler nos sorties, nos allées et venues. En France, on a eu la fameuse attestation sur l'honneur qu'il fallait remplir avant de sortir faire ses courses. Au Royaume-Uni, on ne nous a pas fait subir ça, on a eu cette chance,
mais j'ai vécu les restrictions en France au travers de ma famille, au travers de mes amis. Et mon frère me racontait une anecdote au sujet de cette attestation. Il me dit un jour, je la remplis, comme je le faisais tous les jours quasiment pour sortir. Et il me dit, je mets sur l'attestation que je vais acheter du pain. Je rentre pas dans le détail, je sais que je vais peut-être faire un crochet par telle ou telle boutique pour acheter une bricole. Mais le principe de l'attestation, c'est juste que tu dis pourquoi tu sors, quoi. T'as pas besoin de raconter ta vie dessus. Il tombe sur un flic. Le flic l'arrête, il lui demande l'attestation. Mon frère lui tend son bout de papier. Le policier regarde. Vous allez acheter du pain, monsieur Oui, je veux acheter du pain. Et le flic continue. La boulangerie, c'est pas par là. Puis mon frère le regarde et lui dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? T'es sérieux là? L'attestation, c'est le principe. Je t'ai mis, je vais acheter du pain. Mais peut-être que sur le trajet, j'ai changé d'avis, je vais faire un crochet par je ne sais où pour aller acheter je ne sais quoi. Enfin, je vais pas te raconter ma vie sur l'attestation. Et là, le flic voit que mon frère s'énerve un peu et il lui rend son attestation. Et ça l'avait sidéré, en fait, parce que jamais il n'aurait imaginé que dans un pays comme la France, un policier t'imposerait un parcours. C'est-à-dire que tu vas aller acheter du pain, prends le chemin le plus court. Tu ne peux pas faire de détour pour aller acheter autre chose. Et j'ai vu des témoignages aussi sur Internet. C'est quelqu'un qui s'était filmé dans sa voiture. Il avait planqué une caméra. Il se fait arrêter par les flics et on voyait toute la scène filmée. C'était une femme policier. Elle l'arrête, elle lui dit vous allez où, monsieur? Il lui répond ben, j'étais en train de faire des courses. Elle lui demande le ticket de caisse. Elle vérifie le ticket de caisse, elle compare les articles du ticket de caisse avec ce qu'il y a dans la voiture pour vérifier qu'il était bien sorti acheter ce qu'il a dit qu'il allait acheter. Est-ce que vous imaginez le délire dans lequel sont tombés certains flics zélés en France? Et ça, c'est l'une des premières choses qui m'a marqué pendant cette pandémie, c'est que j'ai réalisé que nos libertés n'étaient pas acquises. Il était possible qu'on les perde, il était possible que dans un scénario, alors là c'est la pandémie, mais ça peut être autre chose, j'ai réalisé que les États avaient les moyens de nous enfermer et de nous contrôler. Et l'autre chose que j'ai réalisé, c'est que eh bien, les autorités, la police jouent le jeu. Il y a dans la population un pourcentage de personnes suffisamment zélées pour jouer le jeu. Et c'est ça qu'essayait d'expliquer Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag, parce que en soi, ce n'est pas la critique du Goulag qui était révolutionnaire ou novatrice dans l'œuvre de Solzhenitsyn. Beaucoup l'ont fait avant lui, Dostoïevski en avait parlé. Ce qui était novateur chez Solzhenitsyn, c'est qu'il avait parlé de l'architecture de l'oppression. C'est qu'il avait expliqué comment cette oppression se met en place. La question qu'il avait posée, la question essentielle qu'il avait soulevée, c'est comment un État devient autocratique. Comment on passe d'un pays libre à un pays qui développe des camps de concentration avec toute la population qui joue le jeu. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette architecture de l'oppression ne peut pas se mettre en place sans une population zélée, sans une police zélée. Si on a un État autocratique avec un peuple libre, avec un peuple qui refuse la soumission, qui refuse la délation, qui refuse la collaboration, cet État autocratique ne peut pas faire grand-chose. Si la police ne joue pas le jeu, l'État ne peut rien faire. C'est le mélange entre la volonté autocratique de l'État et la police zélée et une partie de la population qui joue le jeu qui fait que ça fonctionne, que ça converge vers l'oppression. Et quelque part, cette pandémie a été une espèce d'expérience de Milgram à grande échelle. Milgram, c'est quelqu'un qui avait tenté d'expliquer comment une partie de la population acceptait les ordres, comment elle pouvait se soumettre aux pires ordres jusqu'à torturer, jusqu'à tuer ses propres compatriotes. Et les résultats de cette expérience sont terrifiants parce qu'on remarque qu'une grande majorité des gens suivent. Ils suivent lorsque l'autorité est suffisamment forte, lorsque l'autorité est suffisamment présente, eh bien les gens suivent. Et même aujourd'hui, en Angleterre, où toutes les restrictions sont en train d'être levées, on a vu des gens dans la rue, on a interviewé des gens dans la rue qui étaient contre.
J'ai vu une vidéo passer où un journaliste demandait aux gens ce qu'ils pensaient de cette levée des restrictions, du retour à la vie normale. T'as beaucoup de personnes qui ont répondu non, non, c'est trop tôt, moi je pense que c'est trop tôt, même si le nouveau variant est moins fort, même si il ne tue pas, même si on remarque que quelque part la situation est en train de se normaliser, c'est trop tôt pour le faire, je pense qu'il faut continuer à porter les masques encore pendant quelques mois pour être sûr, etc. Donc il y a plein de gens, même si l'État aujourd'hui est en train de décider que c'est le temps de lever les restrictions et de retourner à une vie normale, t'as des gens qui ne veulent pas. Quelque part, ils étaient assez confortables dans cette forme de totalitarisme, ils s'étaient assez habitués à cette absence de liberté. Et t'as des gens qui ne sont pas faits pour la liberté. Ça, c'est une réalité. Il y a des gens qui sont faits pour le bâton. Il y a des gens qui aiment le bâton. Ils kiffent se faire taper dessus. Ils kiffent lorsqu'on leur dit quoi faire. Les gens libres sont une minorité. Les vrais libres sont une minorité. La majorité des gens aiment les consignes, aiment les directives. Fais ça, dis ça, réfléchis comme ça, pense comme ça. Et dès que tu leur donnes un peu de liberté, ils sont paumés. C'est comme des salariés que j'avais en agence d'architecture qui venaient me voir en me disant qu'est-ce que je fais. J'étais hiérarchiquement au-dessus, c'est à l'époque où j'étais chef de projet, le mot à la mode, et ils venaient voir en me disant qu'est-ce que je fais. Vous savez, en architecture, il y a beaucoup de creux, il y a des périodes de travail très intenses pour déposer un concours, un permis de construire, et puis il y a des moments où il y a des espaces comme ça, des vides où il ne se passe rien. Mais il y a toujours un truc à faire. Quand tu es un peu intelligent, il y a toujours un truc à faire. Tu fais les rangements que tu n'as pas eu le temps de faire pendant le rush. Tu classes tes dossiers. C'est toujours le bordel dans les fichiers, dans les dossiers. Tu organises les plans qui traînent. Quand tu es un libre, quand tu es un indépendant, quand tu sais réfléchir par toi-même, tu vas pas voir ton patron en disant qu'est-ce que je fais? J'ai plus rien à faire, qu'est-ce que je fais? Bah réfléchis, putain. Réfléchis. Tu verras qu'il y a des choses à faire. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur l'état de ce monde libre, du moins qu'on pense libre. Jusqu'à présent, on pensait qu'il n'y avait que la Chine, les ex-républiques soviétiques, l'Afrique, l'Amérique latine, qui connaissaient des dictatures, des régimes militaires, etc. Et on était convaincus qu'en Europe, qu'en Occident, on avait une espèce de liberté garantie, qu'on ne retomberait plus jamais dans cette forme d'oppression. Eh bien, je suis convaincu aujourd'hui qu'il est possible qu'on y retourne. Lorsque j'ai vu se développer le scénario, quand j'ai vu se développer cette architecture de l'oppression pendant cette pandémie, je suis convaincu et j'ai compris aujourd'hui que la liberté n'était pas acquise et qu'il était fort probable qu'on la perde. Ou du moins, si on laisse faire et si on ne se réveille pas et si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer et comment elle se met en place, il est fort possible qu'on la perde. Le deuxième point que j'ai réalisé, c'est notre fragilité face à l'imprévisible. Vous savez, on s'est développé en étant une société à flux tendu, une société efficace, ce qu'on appelle en anglais just in time delivery. C'est-à-dire que la chaîne d'approvisionnement est à flux tendu, tout arrive à un instant T, tel cargo arrive à telle date, ensuite il est transporté par tel camion jusqu'à tel endroit. Et dès qu'il y a un petit grain de sable dans la chaîne, ça ne fonctionne plus. Et dans des périodes de paix, dans des périodes de stabilité, c'est une machine hyper efficace. C'est celle qui nous permet d'avoir des prix très bas, des prix pas chers. C'est celle qui nous permet de ne pas avoir trop de pertes, de ne pas avoir trop de déchets alimentaires parce qu'on ne stocke pas énormément. Tout arrive à un instant T pour être consommé les quelques jours suivants ou les quelques semaines. Donc c'est un système en général efficace. Mais on a remarqué que dès qu'il y avait un petit grain de sable, on était extrêmement mal équipé pour gérer l'imprévisible. Une grippe pulmonaire a réussi à foutre une pagaille planétaire. Parce que ce qui s'est passé, faut relativiser. C'est pas un météorite, c'est pas une guerre thermonucléaire, c'est pas une tempête solaire qui aurait pu mettre à plat tous les transformateurs électriques. C'est pas un truc de cette magnitude.
Et pourtant, ça a réussi à flinguer l'intégralité de nos systèmes d'approvisionnement. Et ça prouve notre fragilité. Je ne pense pas malheureusement qu'on apprendra quelque chose, ou du moins je ne pense pas qu'on mettra en place des systèmes pour être plus solides. On continuera à fonctionner comme ça, mais il faut simplement savoir qu'on est fragile face à l'imprévisible. Et à mon niveau personnel, j'ai commencé pour la première fois de ma vie à me poser la question de la nécessité d'avoir une ferme, d'avoir un puits avec de l'eau, d'avoir quelques animaux, parce que j'ai réalisé que la différence entre la paix et la pagaille tenait à pas grand-chose. La différence entre la paix et l'émeute tenait à pas grand-chose. Ça, c'est important à comprendre. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce n'est pas un méga cataclysme qu'on a vécu. C'est rien du tout par rapport à un volcan, par rapport à une tempête solaire, par rapport à un astéroïde. Ce qui nous est arrivé, c'est rien. Et pourtant, ça a foutu une pagaille mondiale. Et il est clair que quand tu vois ça, tu te dis, ben, c'est pas déconnant de s'acheter une ferme en Nouvelle-Zélande à proximité d'un point d'eau pour pouvoir quelque part fuir face à une telle pagaille. C'est la première fois que je me suis posé cette question parce que j'ai toujours été un citadin, j'ai toujours été convaincu que les villes fonctionnaient, que les villes étaient pratiques, que dans la ville on rencontre les autres, c'est un endroit pour sociabiliser, pour s'amuser. Donc le modèle de la ville était un modèle qui me convenait. Et cette pandémie, ça a vraiment été une claque. Moi qui n'ai jamais été orienté nature, ferme, animaux, je ne sais pas tondre un mouton, je ne sais pas faire ce genre de choses. Eh bien, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je commence à apprendre ce genre de choses parce qu'on ne sait pas gérer. On n'est pas antifragile, ou du moins on ne s'est pas préparé à gérer ça. Le just in time, la livraison, ou plutôt la logistique à flux tendu, est flinguée au moindre grain de sable. La troisième chose que j'ai réalisée pendant cette pandémie, c'est le mythe du progrès médical. On ne sait toujours pas, un siècle après la grippe espagnole, traiter une grippe pulmonaire. On nous explique qu'on va aller sur Mars, qu'on va fabriquer des robots, que l'humanité a fait des progrès extraordinaires, et on ne sait toujours pas traiter une grippe pulmonaire. Ça, c'est une vraie leçon d'humilité. Il faut comprendre qu'avec toutes les avancées technologiques qu'on a pu faire, toutes les avancées médicales qu'on a pu faire, on n'est pas plus avancé aujourd'hui qu'à l'époque de Pasteur. Entre le vaccin contre la rage de Pasteur et aujourd'hui, on a fait de minimes progrès, mais on ne sait toujours pas se protéger contre la grippe. J'ai trouvé d'ailleurs sur Internet une photo qui m'a fait beaucoup rire lorsque je lisais des articles au sujet de la grippe espagnole pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment les gens se sont débrouillés. Et je suis tombé sur une photo, mais j'ai regardé cette photo, j'ai médité pendant 5 minutes en regardant cette photo. C'est une photo que je vous mettrai sur l'écran et vous voyez des gens, des individus portant des masques avec une banderole qui dit « Wear a mask ». Or go to jail, mets un masque ou va en prison. Et quelque part, c'est la même histoire qui se répète un siècle plus tard, avec les mêmes masques quasiment, même la technologie des masques n'a pas extraordinairement évolué. Et pour la petite histoire, la grippe espagnole, c'était une grippe du type H1N1 qui a touché la terre entière, qui a fait 50 millions de morts, certains disent 100 millions, avec un taux de létalité bien plus important, aux alentours de 10%. Et autre chose qu'on pourrait ajouter au sujet de cette pandémie, c'est le cafouillage monumental autour de la question de ce virus. Tout le monde a donné son avis, tout le monde a donné son opinion, les journalistes, les gens sur Internet. Les seuls qu'on n'a pas entendus, en fait, c'est les biologistes, c'est les gens qui savent. C'est ceux qui comprennent les virus, qui passent leur vie à les étudier. On ne les a pas entendus. Tout le monde a parlé, sauf les spécialistes.
et c'est parti dans tous les sens. Certains disaient que la chloroquine était une option qu'on pouvait soigner avec. Le gouvernement a dit hors de question, ça ne marche pas. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est parce que ça coûte pas assez cher et que les laboratoires ne peuvent pas gagner de l'argent avec ça? Est-ce qu'on a interdit la chloroquine pour pouvoir développer le vaccin et d'autres médicaments qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher, des centaines d'euros comparé à la chloroquine qui ne coûte que quelques centimes? Et là, encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste. Je rapporte quelque part ce qui s'est passé, je rapporte ce cafouillage incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui encore, on ne sait pas, on est resté un peu sur notre faim entre les médecins qui disent « ben moi j'ai soigné avec, j'ai traité avec parce que c'était le seul moyen », d'autres qui disent « non, c'est de la merde, faut pas y toucher ». On ne sait toujours pas, il n'y a toujours pas de consensus scientifique sur cette histoire de la chloroquine. Et quelque part, lorsque des malades sont en train de mourir, est-ce que si on a une option qui peut soigner, pourquoi ne pas l'utiliser? On peut se poser la question, pourquoi l'État l'a interdit si quelque part on ne soignait avec que des gens au bord de la mort, quoi. Les gens allaient mourir, donc qu'est-ce que tu as à perdre? Traite-les avec ce que tu as. Et c'était un peu le discours des médecins qui souhaitaient l'utiliser, c'était quel est le risque que vous prenez? On est en train de traiter des gens qui vont crever, donc il n'y a aucun risque, laissez-nous tenter ce truc. Et de ma vie, je n'ai vu le monde scientifique aussi désorganisé. Une pagaille de ce niveau-là, je ne sais pas si ça a déjà existé, et quelque part, face à une telle pagaille, tu ne peux devenir que suspicieux. Même si tu n'es pas conspirationniste, même si à la base tu n'es pas quelqu'un qui remet en cause les recommandations du ministère de la Santé, etc., quand tu vois cette pagaille, tu ne peux que te poser des questions. Comment se fait-il qu'au XXIe siècle, il y ait autant de pagaille au sujet des traitements d'une grippe? Et tout ça, petit à petit, nous a amené au sujet du vaccin. On a trouvé le Graal, le vaccin va nous sortir de cette pandémie et on a vacciné quasiment toute la population, 90, 95, 99% en fonction des pays. Personnellement, je ne l'ai pas fait, c'est un choix personnel et j'ai fini par attraper le Covid, je l'ai attrapé assez récemment sur la fin, donc j'imagine que j'ai dû attraper le Omicron. Et pour faire simple, j'ai eu de la fièvre pendant 2 jours, aucun symptôme respiratoire, mais ça c'est le Omicron. Je ne dis pas que c'était le cas pour les variants précédents, mais le Omicron ne provoque pas de problème respiratoire, il provoque de la fatigue, et ça c'est une réalité. En fait, la seule chose qui m'a embêté, c'était la fatigue. Pendant une semaine, j'étais extrêmement fatigué, une vraie fatigue qui fait que j'ai pas vraiment pu travailler, faire ce que j'avais à faire, et ça m'a foutu 1 mois de retard sur mon travail. Quand on fait beaucoup de choses, moi aussi je suis à flux tendu, je suis next day delivery, je suis un peu dans la même logique logistique, et dès que je prends une semaine où je peux pas travailler, tout est flingué. Tout est flingué, ça part en couille, et j'ai eu du mal à rattraper mon travail après cet épisode. Mais la maladie en elle-même n'était pas plus impressionnante ou plus spectaculaire qu'une grippe normale. Mis à part le volet fatigue, j'avoue que ça m'a surpris, c'est vraiment la particularité de ce variant, c'est qu'il t'épuise en fait, il te fatigue et j'ai mis pour retrouver un état d'énergie et de forme normale peut-être une dizaine de jours. Mais il y a un consensus général sur le Omicron, même en Angleterre, ça a été déclaré officiellement. On a dit qu'il fallait ouvrir l'économie, laisser le Omicron circuler, le laisser contaminer les gens, il est extrêmement contagieux, mais au moins on aura une immunité collective. C'est peut-être notre porte de sortie, le Omicron, s'il n'y a pas d'autres variants. Et c'est un peu la vie naturelle des virus, la nature fait bien les choses. Les virus sont ou très virulent mais peu contagieux, ou très faible mais très contagieux. C'est-à-dire que le premier variant, le plus violent, était peu contagieux, mais lorsque tu l'as, théoriquement, tu es censé en chier pendant quelques temps. Alors, il y a des asymptomatiques, il y a des gens qui ont des symptômes pas graves et d'autres qui développent des symptômes très graves. Mais en tout cas, le premier était un peu plus virulent, le delta un peu moins que le tout premier,
Et le Omicron, c'est la version la moins violente. Normalement, si tu es normalement constitué et que tu n'as pas d'autres maladies, le Omicron, c'est une grippe, quoi. Mais ce qui m'a surpris dans cette histoire, c'est que quelque part, les gens vaccinés ne se sont pas mieux portés que les non-vaccinés. C'est vrai qu'à mon niveau, je ne dis pas que tout le monde doit penser comme moi, mais à mon niveau, je me suis posé la vraie question de l'utilité du vaccin. Parce que mon frère s'est vacciné pour la nécessité, il était obligé, pour le travail, pour ses déplacements. C'était ça où il perdait son boulot, et j'imagine que beaucoup de gens sont dans la même situation. Et il a fait aussi le Covid. Il a fait sa 3e dose et il a fait le Covid après. Ma gestionnaire de biens, qui m'avait appelé pour la remise en location de l'un de mes appartements, m'appelle et me dit je suis désolé, je vous appelle plus tard que prévu, mais j'ai chopé le Covid. Et je lui réponds on est deux. Du coup, ça engage la conversation et je lui dis oui, moi je l'ai chopé, mais j'étais pas vacciné, donc je m'y étais préparé. Je savais qu'à un moment ou à un autre, la sanction allait tomber. Tu peux pas traverser 2 ans sans choper le truc. Et elle me dit ah oui, moi je l'ai attrapé, mais moi j'étais vacciné. Et elle me dit mon mari c'est pire, il fait sa 3e dose et il chope le Covid tout de suite après. Et elle me dit en rigolant, nous on pensait que c'était la réaction au vaccin. Tu sais, c'est normal, tu te vaccines, tu fais une fièvre pendant une nuit. Mais si finalement la réaction au vaccin c'est la maladie, autant faire la maladie directe. Honnêtement, c'est le vaccin le plus claqué de l'histoire. Tu te vaccines, le truc en réaction, il te provoque la maladie. Pasteur se retourne dans sa tombe. Pfizer nous a fait un truc claqué. En même temps, est-ce que c'était pas prévu, quoi? Pfizer, à la base, moi je les connaissais pour le Viagra. Voilà, Pfizer, c'est un truc qui dresse les bites. C'était pas fait pour sauver les gens. J'avais vu un mème sur Internet en anglais, ça disait Pfizer dresse des bites et sauve des vies. Sérieux, comment tu passes du Viagra au vaccin? Faut choisir dans la vie, tu peux pas être dans tous les départements. Ou tu fais bander les vieux, ou tu fais des vaccins pour sauver les gens, mais tu fais pas les deux. Pfizer, ils sont partout, bientôt ils vont nous sortir le couscous Pfizer. Pfizer couscous royal. Donc ça, c'est un autre élément qui m'a vraiment marqué parce que avant ça, on savait qu'il y avait des lobbies médicaux, d'accord, ça a toujours existé. Tu vas chez ton médecin, il y a un grand poster qui fait la pub d'un médicament, ça a toujours existé. Mais d'une façon générale, je considérais quand même le monde médical comme un monde relativement sérieux. Un monde qui soigne, d'accord, faut se faire un peu de thunes, d'accord, il y a des lobbies, mais en général, tu fais confiance à ton médecin, à ton chirurgien. Mais depuis cette pandémie, ça aussi c'est quelque chose qui a vraiment changé. Quelque chose qui a changé ma perception du monde, un peu comme l'histoire de la ville et de la ferme en Nouvelle-Zélande avec un point d'eau. J'ai vraiment commencé à réfléchir différemment, j'ai vraiment commencé à remettre en doute la compétence du monde médical et j'ai vraiment commencé à questionner est-ce que ces gens-là travaillent pour l'intérêt commun ou est-ce que ces gens-là travaillent pour leur propre intérêt, y compris les médecins, y compris les pharmaciens, y compris les chercheurs, y compris tous ceux qui étaient censés gérer cette pandémie. Est-ce que leur but ultime, c'était notre intérêt ou est-ce qu'il y avait des affaires de gros sous, des histoires de gros sous qui ont fait qu'on est passé à côté de la vraie recherche, à côté de la science, à côté du vrai remède, à côté du traitement qui aurait pu nous libérer plus tôt? Parce qu'on pourrait aussi ajouter dans la question de l'efficacité ou de la légitimité du vaccin, la question des doses, la question des 3, 4, 5, 6 doses. On avait annoncé la chose avec un vaccin qui se présente avec 2 doses, d'accord, très bien, vous faites la première dose, 60% d'immunité, vous faites la deuxième, vous arrivez à 94, 96, on nous avait vendu le truc comme ça. Les gens vont se faire vacciner en masse et on nous raconte « Ah mais on a oublié de vous dire un truc », faudra faire des rappels tous les 6 mois. Au départ, j'avais pas compris ça, moi. Au départ, j'avais pas capté que les gens devaient se faire vacciner tous les 6 mois. Puis ensuite, il y a eu d'autres informations qui ont dit, attention, 6 mois, c'est trop loin. Il faut peut-être faire un boost shot, une dose de boost 3 mois après la dernière dose et pas 6 mois. 3-4 mois,
parce que l'ARN messager se dégrade, il se dissout, il ne fait plus son effet. T'imagines un vaccin où il faut aller se faire piquer tous les 3 mois? Tu bosses plus, tu passes ta vie à aller chez le médecin ou chez le pharmacien pour ta dose de vaccin. Donc, à la base, je ne suis pas un anti-vax. Je pense que le vaccin a son utilité. Tous les vaccins qu'on a faits dans notre enfance, la polio, le tétanos, toutes ces saloperies qu'on a réussi à éradiquer grâce au vaccin. Donc, je ne suis pas un anti-vax. Je pense que ça a son utilité. Mais honnêtement, le bordel qu'a été le vaccin Covid, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça pose un énorme point d'interrogation sur le monde médical, sur la recherche, sur les labos, sur les lobbies. Et la grande question, c'est pour qui vous bossez, les mecs? Pour qui vous bossez? Tout ça, c'est financé avec l'argent de nos impôts. Tout ça, c'est financé par la collectivité. Pour qui vous bossez? Quand le mec qui fabrique le Viagra, le truc qui est fait pour te faire bander, commence à faire des vaccins, je me dis... quel est l'intérêt premier de cette entreprise? Et encore une fois, c'est un sujet très épineux. Si tu veux foutre la merde dans une réunion, commence à parler du vaccin. Il y a des gens pour, il y a des gens contre, il y a des gens qui vont te traiter de conspirationniste. C'est vraiment un sujet épineux sur lequel les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et je ne critique pas encore une fois le principe du vaccin, ni même de l'ARN messager. L'ARN messager est une vraie révolution. Mon frère travaille dans le domaine de la biologie. J'ai un ami aussi qui travaille pour l'armée américaine et qui est biologiste au sein de l'armée américaine et qui m'a dit ce que l'ARN messager pourra faire, pourra traiter, pourra soigner, c'est révolutionnaire. L'ARN messager est une révolution. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ? Est-ce qu'on va soigner des maladies ou est-ce qu'on va faire des humains OGM, des humains transgéniques dont on ne maîtrise pas les évolutions futures? Est-ce qu'on est en train de soigner ou est-ce qu'on est en train de jouer à Dieu? Est-ce qu'on est en train de jouer aux apprentis sorciers avec des conséquences qu'on ne maîtrise pas? Et bien sûr, l'autre élément qu'on pourrait souligner, c'est la généralisation du QR code. On est en train de devenir une civilisation du QR code et tous les gens qui font la promotion de la crypto-monnaie sans le savoir sont en train de faire la promotion du QR code, à se demander si les États ne sont pas aussi permissifs face aux crypto-monnaies parce que c'est en train d'amener le monde du futur et c'est en train d'amener l'agenda final. Parce que quelque part, lorsqu'on voit comment l'Amérique a réagi face à l'or en interdisant l'or sous Roosevelt en 1933, vous imaginez, il était interdit de posséder de l'or en 1933 justement pour pouvoir sauver le dollar. Tu pouvais aller en tôle si tu avais de l'or chez toi. Donc on voit que tout ce qui a menacé le dollar dans l'histoire, a été réprimé avec violence. Et là, on voit se développer le Bitcoin, les monnaies numériques, sans action vraiment pertinente et lourde et dissuasive des États. Donc, on peut se demander, est-ce qui est en train de se passer, c'est pas un développement des crypto-monnaies par le secteur privé, et une fois qu'on aura laissé la chose se développer, parce qu'il n'y a que le secteur privé qui sait développer des choses, l'État ne sait rien faire, on laisse le secteur privé travailler, créer des innovations, et ensuite on récupère l'innovation pour faire la fameuse monnaie digitale européenne, américaine, chinoise. C'est déjà en train de se mettre en place. C'est prévu à l'horizon 2024-2025 selon Christine Lagarde. Est-ce que ça va prendre plus de temps, moins de temps ? Mais ça se fera à un moment ou à un autre et certainement à l'horizon 2030. Les transactions monétaires vont être gérées par le QR code. Le bilan santé sera géré par le QR code. On pourra bientôt voir en scannant votre QR code quel type de maladie vous avez. Est-ce que vous êtes un malade à risque? Quelles sont les maladies que vous pourrez éventuellement attraper, etc. Donc on a une espèce de développement de la logique du QR code. Votre identité sera un QR code, on aura une identité numérique, il n'y aura plus de carte d'identité, on scanne le QR code et on a toutes vos informations.
L'entreprise Thales est d'ailleurs en train de travailler sur le e-wallet, une espèce de portefeuille numérique qui gérera absolument tout. Lorsqu'on aura ce portefeuille, on aura votre identité médicale, financière, votre historique, y compris votre historique judiciaire, etc. Bonjour à tous, je vous présente Lucie, étudiante en psychologie. Et moi, son Digital ID Wallet, émis par le gouvernement pour offrir une large gamme de services d'identité. Je suis en fait un moyen pratique de prouver et de protéger son identité, aussi bien virtuellement qu'en face à face. Regardons de quoi je suis capable. Je peux aider les pouvoirs publics à mieux communiquer avec les citoyens. À cet instant précis, je rappelle à Lucie le rendez-vous qu'elle doit prendre pour sa vaccination. C'est l'heure de se présenter à son examen. Lucie est un peu stressée. Je suis là pour qu'elle puisse prouver facilement qu'elle est bien la candidate légitime, grâce à une connexion rapide et sécurisée entre son téléphone et celui de l'examinateur. Examen réussi. Une visite rapide chez le docteur avant de fêter ça. Et pas de temps à perdre. En chemin, Lucie m'utilise pour déclarer la perte de son passeport. Elle en a besoin pour son prochain voyage. Aucun problème. Elle peut demander un passeport numérique d'urgence sans avoir à se rendre au bureau qui les délivre. Je rends les démarches administratives beaucoup plus simples. Et ce n'est pas tout. Je peux aussi aider Lucie à faire une demande d'acte de naissance, payer ses impôts ou prouver son identité lors de la souscription à de nouveaux services tels que l'ouverture d'un compte bancaire. Je permets à Lucie de certifier son droit à la couverture santé. Elle peut décider d'autoriser ou non le docteur à accéder à son dossier médical, tout en gardant le contrôle de ses données personnelles. Lucie a une dernière démarche à faire avant son voyage en Australie. Louer une voiture. Je l'aide à partager les informations relatives à son permis de conduire en ligne afin qu'elle n'ait pas à faire la queue pendant des heures pour récupérer la voiture lors de son arrivée à Brisbane. Le loueur bénéficie d'informations sûres et précises et Lucie d'une expérience agréable et fluide. Les amis de Lucie l'attendent à l'intérieur du bar. Pour la laisser entrer, je génère simplement un code QR qui prouve que Lucie a l'âge requis. Elle n'a donc pas besoin de partager tous les détails de son identité avec le personnel. Alors oui, je suis le meilleur ami de Lucie. Je protège son identité et ses identifiants officiels où qu'elle aille. Je lui fournis un accès sécurisé aux services publics et privés. Je lui permets de garder un contrôle total sur ses données personnelles. En d'autres termes, je donne accès aux bonnes données à la bonne personne. J'ai également la confiance des pouvoirs publics pour mieux soutenir la transformation numérique, lutter contre l'usurpation d'identité et offrir des services publics performants et disponibles H24. Je suis le Thales Digital ID Wallet. Et là, c'est un peu la fiction qui devient réalité. Ce qu'on critiquait en Chine, le fameux crédit social, est en train de devenir une réalité, y compris dans le monde occidentale. Vous savez qu'en Chine, il y a des points en fonction de votre comportement. Si vous avez un bon crédit social, vous aurez accès au crédit bancaire, aux services publics. Si vous avez un mauvais crédit social, eh bien, vous n'aurez plus accès à certains services publics. Eh bien, ce qu'on critiquait en Chine, ou ce qui était de l'ordre de la fiction, il y a un épisode de Black Mirror à ce sujet, est en train petit à petit de devenir une réalité. Donc ça fait partie des inquiétudes, des choses qu'on a pu observer, qu'on a pu voir se développer pendant cette pandémie. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de points positifs ou de choses que nous a appris cette pandémie collectivement? Parce que je pense qu'il y en a, et c'est peut-être au-delà de la polémique et au-delà des cafouillages, la chose la plus intéressante et la plus importante de cette expérience, certains diront sociale, qu'on a tous vécue collectivement. Le premier point positif, pour moi, ça a été le temps de la réflexion. C'est la première fois que, quelque part, le monde s'arrête et que les gens enfermés chez eux ont pu prendre le temps de la réflexion. Certaines personnes qui n'avaient jamais remarqué qu'elles n'avaient pas de balcon, quelque part, ce n'était pas un problème parce que tu travailles tous les jours, tu rentres chez toi pour dormir,
La question du balcon, c'était pas, ou de la terrasse, ou du jardin. De toute façon, tu n'avais jamais le temps d'y aller. Et bien là, d'un seul coup, tu as tout le temps du monde pour y aller. Et beaucoup de gens ont réalisé, par exemple, qu'ils détestaient leur appartement parce qu'il était trop petit, parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour travailler, parce qu'il n'y avait pas de jardin, de cour, de patio, de balcon pour prendre un peu de lumière, un peu de soleil. Et beaucoup de gens ont commencé, y compris moi, à réfléchir sur leurs conditions de vie. Est-ce que j'ai encore envie de vivre comme j'ai vécu jusque-là? Est-ce que j'ai encore envie de faire le même métier? Est-ce que j'ai encore envie d'habiter dans la même maison? Est-ce que j'ai encore envie de vivre avec la même femme? J'imagine que certains se sont posé la question. Il y a un phénomène qui s'est beaucoup développé, notamment aux États-Unis et au Canada, qui s'appelle la grande démission. Des gens qui ont simplement pris le temps de la réflexion et qui ont décidé de changer de vie. Quelque part, ces 2 ans ont permis de prendre du recul sur la façon dont ils vivaient et ils ont décidé que ce n'était pas pour eux. Ou du moins, pour la première fois de leur vie, ils ont eu suffisamment de temps pour réfléchir et pour décider que ce n'était plus pour eux, que la grande ville n'était pas pour eux, que les 70 heures de travail par semaine, c'était plus pour eux, qu'ils avaient envie de respirer, de voir un peu de nature, de prendre le temps avec leurs proches, avec leurs enfants, de voir leurs gamins grandir. Ça a fait réfléchir énormément de personnes, ça a fait démissionner beaucoup de gens, ça a fait déménager beaucoup de gens, les villes se sont vidées, Londres s'est vidé, New York s'est vidé, San Francisco s'est vidé, les loyers à San Francisco ont baissé pour le grand plaisir de tous ceux qui ne pouvaient plus se loger dans cette ville, cette grande ville de la tech où les salaires de la tech ont fait exploser le prix des loyers. Donc le premier point positif et la première chose qui restera, c'est que ça nous a donné le temps de la réflexion, ça nous a donné le temps de réfléchir sur nos vies et c'était le moment ou l'instant pour beaucoup de changer de vie. Beaucoup de gens qui n'ont pas eu le courage, tu as plein de gens qui savent, ils savent que leur vie n'est pas tenable, qu'ils ont une vie de merde, qu'ils travaillent trop, qu'ils sont cassés, qu'ils sont fatigués, mais ils n'ont pas le courage. Il n'y a jamais ce déclencheur qui fait que tu bazardes tout et tu te barres. Eh bien, cette pandémie, pour beaucoup, a été le déclencheur. Ils ont été forcés de quitter les villes. Tu as des gens qui voulaient quitter la ville depuis 20 ans et n'ont jamais eu le courage de le faire. Là, tu as la pandémie qui arrive, ça a été l'opportunité. Et je pense que beaucoup de gens ne reviendront plus dans les villes. Certains peut-être par nécessité, mais je pense que beaucoup de gens qui ont goûté à cette vie plus paisible dans les campagnes ne reviendront plus jamais dans les villes, surtout avec le télétravail qui s'est généralisé, qui a commencé à être admis. Et ça, c'est le deuxième point positif de cette pandémie. Parce que honnêtement, je suis quelqu'un qui n'a jamais été un grand hystérique du présentiel, de la réunionnite. J'ai toujours pensé qu'on n'avait pas besoin de se voir tout le temps au travail. Il y a des choses qui nécessitent des réunions et il y a des choses qui peuvent très bien se traiter à distance. Et la réunionnite, c'est quelque chose qui m'épuisait parce qu'en tant que maître d'œuvre d'exécution, j'étais sollicité tout le temps pour les réunions maîtrise d'ouvrage avec le client, les réunions avec l'entreprise générale, avec les sous-traitants, avec les bureaux d'études, avec les bureaux de contrôle. Et à un moment, j'avais des semaines où j'avais tellement de réunions que je n'avais pas le temps pour traiter les sujets. Parce qu'à un moment, tu fais des réunions, tu cumules des sujets à traiter, tu as une liste qui fait plusieurs pages, mais tu n'as jamais le temps où tu es posé pour travailler. Et tu as beaucoup de gens qui sont fans de la réunionnite. Il y a beaucoup de gens qui sont addicts à la réunionnite. Il m'arrivait de me faire inviter à une réunion par l'entreprise générale pour laquelle je travaillais, pour laquelle je sous-traitais. Je répondais que je ne pouvais pas. Et le mec, il me dit, si, il faut que tu viennes. Et moi, je réponds, mais c'est quoi le truc à traiter? On ne peut pas le faire là, sur Skype, on ne peut pas le faire par mail. C'est quoi le truc? Tu vas me faire déplacer pour une réunion 2 heures. J'ai 1 heure de trajet aller et 1 heure de trajet retour. 4 heures pour voir ta gueule, faut vraiment qu'il y ait un intérêt, quoi. Et des fois, tu as des réponses aussi absurdes que faut qu'on montre qu'on est une grande équipe au client. Voilà, faut que le client voit qu'on a le maître d'œuvre d'exécution, l'entreprise. En fait, faut qu'on soit nombreux autour de la table pour rassurer le client. Voilà un peu l'absurdité qu'on a atteint dans la question de la réunion. Des fois, tu y vas. Il y a combien de gens vraiment qui sont utiles autour de la table? Tu regardes les gens dans une réunion en général, ils sont sur leur téléphone, t'en as qui gribouillent sur leur carnet. La majorité des gens sont inutiles autour de la table.
Mais on te fait venir quand même, on te casse les couilles, on te fait perdre du temps. Et la pandémie a arrêté tout ça. La pandémie a arrêté tout ça et on a remarqué que finalement, eh bien, on pouvait gérer les choses à distance sur Zoom, sur Skype. Et à part les réunions indispensables, les réunions de chantier où il fallait faire le tour de chantier, forcément, tu ne fais pas un tour de chantier sur Zoom. Peut-être un jour, on fera des tours de chantier dans la métaverse pour les futurs projets. Pour les futurs bâtiments qui vont être construits dans la métaverse. Mais pour l'instant, ça se fait encore dans le monde réel, dans la vie réelle, sur des chantiers réels. Mais à part ça, tout le reste, je l'ai géré à distance et c'était un pur bonheur. J'ai gagné en efficacité, j'ai gagné en temps et j'ai gagné aussi en baisse du stress, quoi. T'as pas à prendre les transports à chaque fois pour aller faire une réunion. Quand tu enlèves le stress du transport, du déplacement, de la foule, des métros, de la merde que tu manges à midi parce que tu es à l'extérieur et tu n'as pas le temps de manger correctement, etc. Donc tu manges chez toi, tu manges mieux. Donc le confort de vie a augmenté grâce à cette efficacité qu'a apporté le travail à distance. Du moins, de mon expérience personnelle. Après, peut-être que pour d'autres, ça a été un peu plus pénible. Mais en tout cas, je pense que pour beaucoup de gens qui ont vu cette tâche du déplacement au bureau être minimisée ou ramenée à des déplacements minimums, je pense qu'ils ont gagné en qualité de vie. Et ça, c'est les 2 points positifs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut bien en trouver. C'est vraiment les 2 choses qui vont rester, qui ont contribué à améliorer notre qualité de vie. La première, c'est la généralisation du télétravail et la possibilité des gens de travailler de chez eux en minimisant le stress du transport, le risque du transport pour ceux qui allaient au travail en conduisant, en prenant la route, en faisant de longs trajets. Du moins, tous les travailleurs du tertiaire qui n'avaient pas besoin d'être physiquement présents ont vu cette tâche largement se minimiser. Et la question qui va subsister, ça restera, c'est une question ouverte. Certains ont déjà agi, ils ont quitté les villes, ils ont changé de vie, d'autres se posent des questions. Mais en tout cas, c'est une vraie question ouverte qu'on a eu l'occasion de se poser pour la première fois, de comment on a envie de vivre. Est-ce que la vie dans les villes est vraiment un but en soi? Est-ce que c'est vraiment notre tendance naturelle? Est-ce qu'on aime vraiment ça? Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir un jardin? Des questions qu'on s'était jamais posées. Si tu m'avais demandé en 2018, en 2017, est-ce que tu as envie d'avoir un jardin? Je t'aurais dit, j'ai pas le temps d'y être de toute façon. J'ai pas le temps d'y être et si j'ai envie, je vais dans un parc. J'aurais jamais imaginé que l'envie d'avoir un espace extérieur se développerait, ou plutôt que l'idée d'avoir un espace extérieur émergerait ou serait un critère de sélection pour un futur appartement ou une future maison. Eh bien maintenant, c'est une vraie question concrète. L'idée d'avoir un bureau à la maison, l'idée d'avoir une pièce supplémentaire dédiée à un bureau. Ça, je l'ai déjà eu, donc c'est pas un énorme changement. J'ai toujours eu une pièce à part pour travailler parce que j'en ai besoin et j'essaye de ne pas mélanger les espaces de nuit, les espaces de travail, les espaces de détente. Ça me permet de garder une certaine sanité. Quand on travaille beaucoup, on a besoin d'un minimum d'ordre pour arriver à ne pas perdre la tête. Si en plus de beaucoup travailler, c'est le bordel autour de toi, bon courage. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais et que je savais depuis le départ, qu'il me fallait un endroit dédié pour le travail qui s'appelle un bureau, où tu ne fais rien d'autre que travailler. Mais l'autre question de la vie en ville s'est posée, l'autre question de l'espace extérieur s'est posée. Et ça, c'est toujours une question ouverte, parce que je n'ai pas pris de décision. Mais c'est toujours le parcours des idées en général. Les idées, chez moi, c'est comme un virus. Ça arrive, ça te contamine, ça commence à grandir, ça se disperse, ça évolue. Et à un moment, ça devient suffisamment fort, suffisamment grand pour te faire agir. Je ne suis pas un impulsif, en général, la façon dont je procède, autant dans la vie que pour la création de mes sujets sur YouTube, que dans mon travail ou dans mes investissements. L'idée arrive, elle me contamine, elle grandit, elle prend de plus en plus de place, tu commences à l'entendre, c'est comme un bruit qui n'est pas très fort au début, puis le bruit grandit, et à un moment, lorsque le bruit est trop fort, c'est là où j'agis. Quand le bruit est suffisamment fort, je prends la décision. Et c'est certainement un sujet sur lequel je reviendrai à l'avenir,
On aura plein d'occasions pour en parler. Et il y a plein de choses qu'on aura l'occasion de développer. J'ai parlé des tempêtes solaires, c'est un vrai sujet, c'est un vrai cataclysme potentiel et qui est peut-être l'un des plus grands risques pour l'humanité. La question de la vie à la campagne, la question de la vie en petite communauté. Il y a plein de sujets extrêmement intéressants qui pourraient découler des généralités qu'on a évoquées dans ce podcast, et ça sera l'occasion d'en faire bien d'autres. Voilà donc ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Voilà mon bilan de ces 2 ans de pandémie. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ça nous aura fait réfléchir sur le monde. Ça aura ouvert des domaines de réflexion dans lesquels on ne serait jamais allé. Et ça va de l'État, du gouvernement, à la médecine, en passant par la génétique, par les lobbies pharmaceutiques, par l'oppression, l'architecture de l'oppression, les comportements des foules, l'expérience de Milgram et la capacité des foules à devenir des oppresseurs, la capacité des foules à accepter l'autorité. Pour le résumer, ça a été l'une des plus grandes expériences sociales de l'histoire de l'humanité. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.